Génération Champion avec la Régie Grange. Votre adresse, notre passion. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission de Génération Champion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, la chance d'être dans un décor magnifique. Nous sommes à la Société Nautique de Genève. Nous allons parler de voile et puis on remercie d'ores et déjà la classe d'enfants de l'école primaire de Corsier d'être avec nous dans le public présent pour cette émission. Alors on vous rappelle le principe de ce Génération Champion, c'est d'avoir le plaisir d'avoir un sportif actuel ou ancien sportif accompagné d'un jeune talent prometteur. Nous retrouverons du reste tout à l'heure le jeune Sébastien Schneider, mais pour commencer, place à Steve Ravussin. Steve Ravussin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Steve, on va rappeler peut-être pour commencer que vous avez gagné la route du Rhum, c'était en 98. Vous avez gagné également la Jacques Vabre deux fois avec votre, compagnon Franck Camas. C'était en 2001 et en 2007. Alors on reviendra tout à l'heure dans l'émission peut-être à vos débuts, ce qui est assez intéressant de voir comment est-ce que tout a commencé pour vous dans la voile. Et puis on parlera également en fin d'émission de votre projet des modes de 70. Là c'est tout bientôt, c'est un départ de New York. Mais dans l'immédiat, Steve Ravussin, si on devait sélectionner aujourd'hui une belle image, une image forte de votre carrière, est-ce qu'on parlerait plutôt justement de cette route du Rhum, de la Jacques Vabre, ou alors peut-être tout simplement d'une régate qui aurait pu commencer ici même sur le lac Léman? Le temps fort pour vous, c'est lequel? Bon, vous savez, je crois qu'il y a plein de belles images. Je crois qu'on ne peut pas se fixer sur une belle image. Je crois que d'être au départ d'une course, je crois que j'avais une belle image, c'était avec Triga, qui s'appelait Kelly Service. Au départ de la route du Rhum, d'être au départ, je crois que c'était déjà quelque chose d'exceptionnel parce qu'il fallait réussir à partir. Et après, c'est sûr que les victoires ou la fin d'un tour du monde de 50 jours, on est très content d'arriver au bout. Alors effectivement, vous avez fait le trophée Jules Verne. Vous étiez recordman à un moment donné, juste avant de vous faire voler la politesse par votre frère Yvan. Quelle place occupe aujourd'hui justement dans votre esprit peut-être ces records? Parce qu'avant ça, il y a eu le record de l'Atlantique. Quelle place justement pour les records par rapport à ces transats? Le plaisir elle-même, c'est complètement différent. Bon, c'est très différent. La seule chose qui était bien, c'est que c'était des bateaux magiques. C'est des gros trimarans de 32 mètres. Donc, c'est énorme et ça va très, très vite. Donc, sur un record de l'Atlantique, on est monté à 45 nœuds 6. Donc, ce qui fait environ 85 km/h, comme ça, 80. Et c'est vrai qu'un bateau à voile, c'est rare qu'on va à ces vitesses-là. Et c'est dans de la mer, en plus. Et ça reste des machines extraordinaires. Après, se battre contre un temps, j'aime pas forcément parce que sur un tour du monde, on gère plutôt la météo et pas casser. Alors qu'en compétition, on est contre quelqu'un juste à côté, on sait où il est. Donc on navigue différemment. Justement, dans ces records, Steve, est-ce qu'on n'est pas des fois plus à la limite? Est-ce qu'on ne prend pas forcément beaucoup plus de risques? C'est carrément plus dangereux, on peut le dire. Alors bon, sur un record d'Atlantique, c'est vrai que vu que le temps il diminue chaque fois, on pousse. À fond tout le long, hein. On était à fond tout le long. Donc c'est sûr que c'est 60 km/h sur la route de moyenne. Sur notre route, donc ça fait des grosses vitesses sur l'eau. Et par contre, sur un tour du monde, c'est très différent parce qu'on se bat contre un temps, une météo. Donc on fait que de ralentir en fait le bateau parce que bien sûr qu'il pourrait aller plus vite pour pas justement casser. Du reste, on avait cassé une fois, on avait cassé un flotteur et chaviré derrière parce qu'il ne tenait plus, comme un vélo. Si on lui enlève ses petites roues de côté. Et voilà, on avait chaviré devant la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des records, c'est différent. Je pense que des sprints, c'est beau. Un plus long, c'est... Est-ce qu'il y a de l'avenir, Steve, pour ces records? Est-ce que ça va continuer? C'est quelque chose qui plaît d'abord aux navigateurs, pour commencer. Deuxièmement, est-ce qu'on arrive à avoir l'intérêt des partenaires, des sponsors, une médiatisation également là au milieu qui est suffisante?
Bon, vous voyez, nous, on est parti avec un bateau de 31 mètres. Banque Populaire, ils ont fait un bateau de 40 mètres. Alors, bon, voilà, on sait que la voile, plus on est grand, plus ça va vite. Donc, au bout d'un moment, c'est vraiment le matériel qui fait la vitesse. Donc, bon, c'est un peu, ça commence à amener des très gros budgets. Et là, au jour d'aujourd'hui, les bateaux sont à vendre. Non, et l'intérêt, il est compliqué quand même. Et puis on parle beaucoup aujourd'hui de monotypie, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Est-ce que d'avoir justement des bateaux du même type, ça, ce serait peut-être la suite ? Alors déjà, pour faire battre le record actuel, c'est toujours la même chose, puisque le temps il est ouvert, tout est ouvert. Donc il faudrait faire des plus gros bateaux, entre guillemets, si on voudrait faire tous les mêmes. Parce que souvent, quand on fait tous les mêmes, on les fait plus solides pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Donc voilà, après, ce serait pas impossible, mais ça reste des projets compliqués. Steve Rabussin, vous restez avec nous. On accueille tout de suite, restez évidemment avec nous, on accueille tout de suite Sébastien Schneider, Nicolas Grange et Bertrand Fabre. À tout de suite. Voilà, nous a rejoint, eh bien, c'est le principe, on vous le rappelle, de cette émission. Steve Rabussin déjà avec nous. Le jeune Sébastien Schneider. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler, tu es genevois, 16 ans, champion d'Europe en 2011 de série laser 4,70 m. Et puis aujourd'hui, eh bien, tout simplement numéro 1 européen des moins de 19 ans. Tu prépares du reste le championnat du monde d'ici quelques jours. Et puis également rappeler peut-être que tu es membre de la Société nautique de Genève. Et puis également vainqueur pour la première fois de la Genève Roll Genève sur le bateau M2 Tilt de ton papa, un papa qu'on va recevoir également un tout petit peu plus tard dans cette émission. On va continuer avec nos deux invités. Nicolas Grange, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nicolas, vous êtes président de l'association des multicoques de compétition. Entendons par là évidemment les D35, ceux que l'on appelle les Formule 1 du lac Léman, tout simplement. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui est indispensable à la bonne marche de ces D35, c'est Bertrand Fabre, série master justement de cette série D35 et également RC44 et puis également directeur sportif de cette même classe. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par vous, Nicolas Grange. Quand on parle justement de ces multicoques de compétition, des D35, ce sont ces bateaux multicoques du lac. Comment d'abord peut-être nous les présenter au niveau architecture du bateau pour ceux qui n'ont pas la chance déjà d'en avoir vu? Écoutez, en deux mots, c'est des bateaux qui font 35 pieds, donc environ 11 mètres, qui sont une monotypie parfaite. Donc on a tous le même bateau. Ils ont été dessinés ici par un cabinet d'architectes genevois, Sébastien Schmitt, construit à Vevey chez Décision. Et puis c'est la 9e saison qui navigue sur le lac avec un cahier des charges relativement simple. On voulait être une série d'au moins 8 bateaux. On a été 12, on est 10 aujourd'hui à naviguer. Et puis on voulait être les bateaux les plus rapides du lac. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont été mis à l'eau, ils ont gagné toutes les Genève Roll, tous les bols d'or. Ils ont le record du ruban bleu qui est l'aller-retour Genève-Bouvray. Donc on va dire aujourd'hui contrat rempli. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de cette classe des D35 ? Est-ce qu'elle évolue finalement comme vous pensiez ? Alors je crois que, comme je vous l'ai dit, le cahier des charges initial a été parfaitement rempli. Maintenant, c'est vrai qu'après 9 ans, 10 ans, il va bien falloir que la classe évolue. On a pas mal d'autres projets qui sont en train de pointer leur nez. Il y a eu des essais avec différents foilers, il y a différents autres bateaux. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore arrivés à nous battre. Et je pense qu'on a encore une année, 2 ans pour réfléchir à la suite de nos bateaux. Mais la réflexion est déjà lancée. Mais la réponse n'est pas très simple parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et on est en train d'y réfléchir. Bertrand Fabre, vous êtes série master, on a dit, directeur sportif également de la classe. En un mot, c'est votre métier, hein, c'est un réel métier, c'est un job qui consiste en quoi exactement ? Je dirais principalement à mettre en place le circuit, c'est-à-dire coordonner les aspects sportifs entre les propriétaires, les marins, les organisateurs d'événements, les partenaires. Donc c'est avoir un rôle, je dirais, de chef d'orchestre du circuit. Est-ce qu'il y a également un rôle d'arbitre ? Parce qu'on parle de monotypie, il faut surveiller également que chacun finalement respecte le règlement. Est-ce qu'il y a, allez, on ne va pas dire de la triche, mais est-ce qu'il peut y avoir des écarts par rapport de temps en temps à certains bateaux ? On surveille ça ? Le but du jeu est de minimiser ces écarts. Après, il y a des gens qui ont des domaines de compétences pointues. Dans la voilerie, on a les voiliers, on a des jaugeurs qui font ce travail-là. Et puis sur l'eau, des arbitres qui
qui font en sorte que dans un match de foot, que les règles soient respectées. Donc mon travail est en sorte de prendre les meilleurs dans chaque domaine pour que chacun fasse son travail le mieux possible. Sébastien Schneider, tu navigues plutôt pour l'instant sur des séries un petit peu olympiques, hein, du dériveur, également sur Tilt, qui est un bateau de la classe M2, juste en dessous du reste des D35. Ces D35, justement, comment est-ce que tu les perçois? C'est quelque chose plus tard qui va faire partie un peu d'une suite logique dans ta carrière, dans ton parcours de navigateur? Bah ouais, c'est vrai que moi ça me donne assez envie de voir ce bateau, comment ils naviguent, la vitesse qu'ils vont. Et c'est clair, j'aimerais bien une fois naviguer sur ce genre de bateau. Après, je pense que ce ne sera pas tout de suite. D'abord, là je navigue en laser, je fais ma propre expérience et puis on verra peut-être après si j'arrive à arriver sur des multicoques, sur des D35, je dirais pas non. Le laser 4,70 m, peut-être là aussi l'expliquer un tout petit peu, ça ressemble à quoi? C'est un bateau assez simple, c'est ce qui fait son succès. C'est juste une coque, une voile. Et ils sont vraiment tous pareils, les bateaux, les mêmes voiles, les mêmes coques. C'est aussi de la monotopie, ouais, finalement. C'est vraiment la monotopie. Et donc les écarts de vitesse ne sont pas très grands, donc c'est très tactique. Donc les régates, elles se gagnent surtout avec les analyses de vent et les heures d'entraînement, quoi. Steve Ravussin, ça vous parle, le laser 4,70, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Comment est-ce que vous avez commencé? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la fin chez les champions, c'est-à-dire l'aboutissement. Hein, en l'occurrence, vous, ça a été la Jacques Vabre, ça a été la route du Rhum. Mais avant ça, il y a eu forcément des étapes. Comment est-ce que vous avez démarré? Ouais, c'était un peu spécial. Mon père faisait du bateau et puis en fait, bien sûr, père, enfant, fougueux, ça ne fait pas toujours bon ménage. Donc, j'allais un peu avec ses copains, etc. Puis j'ai fait de la planche à voile et la planche à voile avec la vitesse, ça m'a aussi amené vers le catamaran de sport où on en a fait pas mal avec mon frère Yvan. Et après, par hasard, j'étais aux États-Unis, j'ai parlé avec Pierre Fellman. J'étais une année avec Pierre Fellman sur les gros bateaux on s'entraînait pour faire le tour du monde. Là, j'ai rencontré Laurent Bourgnon de Primagaz qui était sur ses gros 60 pieds. Et voilà, on a fait le lien, j'ai pu naviguer avec lui. Il m'a demandé si je voulais rester pour faire les régates. Puis au moment où je crois qu'on met un pied sur ce type de bateau, on a de la peine à y redescendre. Nicolas Grange, comme propriétaire, on a parlé un petit peu du volet président des multicoques de l'association, comme propriétaire de bateau, parce que vous êtes aussi propriétaire d'un bateau, ça signifie quoi? C'est quelle implication, peut-être d'abord financière, aussi en termes de temps? C'est vrai que moi, la voile, ça a toujours été une passion. J'ai commencé aussi petit, à 10 ans, ici, à la nautique. En 4,70 m aussi? Non, en Optimiste, qui est le bateau précédent. Au bout de ce ponton, d'ailleurs, où il y a le ponton à essence, je me souviens, mon grand-père m'avait acheté en Optimiste à 10 ans, puis il m'avait dit, écoute, voilà, on l'avait mis dans l'eau, monte dessus, puis débrouille-toi. J'avais fait 3 fois le tour du port avant de comprendre qu'en tirant la barre à gauche, le bateau allait à droite. Puis après, j'étais arrivé à sortir. À l'époque, on était un peu moins encadré qu'aujourd'hui, mais ça avait aussi son charme. Mais c'est vrai que le bateau, pour moi, c'est une vraie passion, j'ai toujours beaucoup aimé en faire. On a la chance d'habiter sur un lac Léman et autant en profiter. Les D35, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même une équipe de 7-8 personnes qu'on doit gérer. Sur un bateau, si on a des sponsors, on a quand même des recherches de sponsors à faire, on a des comptes à rendre, on a des bateaux à préparer, des préparateurs et c'est un bateau qui demande en peu de temps. Maintenant, c'est vrai, moi, gérer des projets, c'est aussi ce qui m'intéresse. Et donc, entre la partie sportive, la partie gestion de projet, c'est un contexte dans lequel je me suis bien trouvé. Rappelez peut-être quand même que vous êtes évidemment un navigateur amateur. Ça veut dire que forcément, on ne gagne pas forcément sa vie avec la voile. Est-ce que l'idée justement d'être une fois un marin professionnel, de laisser peut-être tomber votre activité et de vous lancer plein pot comme Steve l'a fait dans une carrière professionnelle, est-ce que ça vous a titillé ou jamais? Non, je crois que c'est vraiment un choix qu'on doit faire à 20 ans, voire même peut-être plus tôt maintenant. C'est vrai que moi, non, ça ne m'a pas titillé parce que j'ai plutôt navigué aujourd'hui sur le lac. J'ai eu quelques expériences en mer, mais principalement ici. Et puis c'est vrai que c'est un choix qui
demande, c'est un vrai choix de vie qui est difficile. Hein. La voile, c'est un sport difficile parce que quand on fait du tennis et qu'on casse une corde, on a une deuxième raquette dans les 30 secondes qui suivent. Quand on fait du bateau puis qu'on casse en mât sur le lac, c'est encore gérable. Sur la mer, au milieu de la mer, tout seul ou qu'on chavire, c'est plus compliqué. Donc c'est un sport, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des très beaux moments. Il y a aussi des moments difficiles, mais c'est une belle école de vie. Et puis dans la vie, tout n'est pas toujours facile. Donc je pense que c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui en tout cas. Sébastien Schneider, est-ce que toi, tu veux déjà faire de la voile ton métier? Un petit peu trop tôt encore pour en parler. On peut peut-être rebondir et tout de suite parler de l'école, qui est quand même quelque chose d'important. Tu arrives à suivre une scolarité qu'on va dire normale et régulière? Bah, là, j'essaie de passer ma matu. Donc, Déjà, à 16 ans? Ouais, donc dans 2 ans, je passe. Voilà, je suis au collège. Et donc là, je jongle un peu entre la voile et l'école. C'est assez difficile des fois quand je dois rattraper tout ce qu'ils ont fait quand j'étais pas là. Mais pour l'instant, ça marche assez bien. Donc une fois que j'aurai ma matu, je me poserai la question si je veux plus me lancer dans la voile ou dans les études. En termes de navigation, justement, on comprend bien que tu n'es pas tout le temps présent à l'école. Ça représente quoi tes jours, peut-être tes heures, ton entraînement? Qu'est-ce que ça représente? Bah, sur une année, ça tourne autour de 150 jours de navigation par année. Donc c'est pas mal. Je loupe beaucoup d'écoles. Donc ouais, c'est assez difficile à gérer. Mais bon, ça passe pour l'instant, donc on continue. Et puis justement par rapport à l'école, parce qu'il n'y a pas tellement de classes sport-études au niveau secondaire, il y a des autorisations, il y a des allègements spéciaux, c'est pas trop compliqué? Tu as eu des facilités? Non, il n'y a pas vraiment de classe de sport. Donc si tu as les notes, ils te laissent partir, mais il faut avoir les notes. Il faut avoir les notes. Steve, est-ce que vous aviez les notes, vous, à l'époque, à 16 ans? Joker. Pour qu'on puisse vous laisser partir. Parlez-nous un petit peu justement de vos débuts donc à 16 ans. Vous en étiez où, si on peut s'amuser à comparer les deux carrières? Moi, j'ai commencé tard. Parce que j'ai fait un métier, 4 ans d'apprentissage. Après, j'ai travaillé 4 ans dans la même société. Je suis parti à 22 ans, où là, je naviguais par passion avant. À 22 ans, je suis parti. Donc, il y a 20 ans que j'ai commencé là, dans quelques jours. Dans quelques jours, j'ai commencé ça. Il n'y a jamais eu l'hésitation là, entre un métier, la navigation? Très vite, vous vous êtes dit, moi, je veux faire de la navigation mon métier professionnellement? Jamais eu de regret? Je crois pas que ça n'a pas été comme ça. Vous savez, j'avais un salaire chez Bob, c'est tout. C'était une société de Lausanne. Et après, on était payé 200 balles sur mérite. Donc voilà, quoi. Je ne crois pas qu'on fait ça pour l'argent. Je crois qu'on fait ça parce qu'on a envie de le faire, de découvrir quelque chose, une nouvelle aventure, quelque chose comme ça. Je pense que j'étais loin d'avoir le talent qu'ont des jeunes comme ça. On voit qu'ils sont déjà jeunes, très bons. Et puis voilà, après, c'est des choses de la vie qui font avancer un peu. Mais c'était très. Je pense que ça fait que de changer. Maintenant, on ne pourrait plus faire la même chose au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'avec le niveau de la voile justement actuel, est-ce qu'on pourrait concevoir d'avoir un métier et faire la Jacques Vabre justement ou est-ce qu'on est obligé aujourd'hui il y a un choix à faire? Peut-être que dans le temps, on arrivait à exercer son métier et à partir comme ça pour faire. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Nous, notre métier, il est même pas de naviguer, c'est tout l'amont au jour d'aujourd'hui. On navigue beaucoup moins que tous ces jeunes, etc., qui s'entraînent beaucoup parce que, bien sûr, c'est des finances à trouver. Alors, quand on est des équipes, comme quand j'étais avec Franck Camas, tout était beaucoup plus facile parce qu'on faisait que de naviguer. Tandis que quand après, on passe de l'autre côté, il faut chercher ses partenaires, il faut monter le système. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on n'a pas les finances. Donc ça reste toujours, c'est un métier assez spécial. Des fois, comme il y a des gens, comme même des perrons comme ça, qui ont eu des sponsors, et donc ou plus rien. Donc voilà, c'est un peu les dents de scie. Et quand il y a de l'argent, tout va bien, et tout d'un coup, pouf, le robinet se ferme et ça commence à devenir compliqué. Justement, Bertrand Fabre, si on parle de l'argent, un petit peu crise économique, etc., est-ce que justement vous, dans votre métier, finalement, en voyant les catégories D35, RC44, c'est simplement la catégorie dans laquelle aujourd'hui navigue Ernesto Bertarelli pour situer un petit peu la catégorie, est-ce que là, on sent un peu la crise économique
dans ce que vous faites ou non? Je pense que la crise économique, elle est partout. Je dirais l'avantage qu'on a dans ces deux circuits, c'est que c'est des circuits qui sont basés sur des propriétaires et non des financements de sponsors. Donc je dirais que c'est basé sur la passion des propriétaires. Nicolas est un bon exemple. Il a un partenaire, mais c'est lui qui est propriétaire de son bateau. Donc je dirais que ça nous permet de lisser justement un petit peu les dents de scie dont Steph parlait. La difficulté pour nous, elle est sur le plan RC44 de trouver des villes qui sont d'accord d'investir de l'argent dans la voie. Je dirais la difficulté, elle est plus là que du côté sportif. Parce que là, précisé Bertrand Favre que ça se passe dans le monde entier, hein, la série RC44. Europe élargie, disons. Europe élargie. Le D35 qui a essayé de partir en mer l'année dernière, hein, ça a été une option. Option pas forcément concluante, ça n'a pas été renouvelé cette année. Pourquoi ? Principalement pour des questions budgétaires. Le déplacement a été assez onéreux. Par contre, les deux événements sont extrêmement bien passés. On a eu 2 fois 4 jours de navigation. Sur chaque événement, on a eu un jour où on n'a pas pu naviguer pour trop et pas assez de vent. Mais Steve était là, je pense qu'il peut en parler. C'était vraiment une chouette aventure. La logistique du déplacement s'est bien passée. On n'a rien abîmé. Et on a fait deux beaux week-ends de navigation dans le sud. Nicolas, votre regard justement sur cette série D35 qui l'année dernière avait un petit peu immigré en fin de saison en France, hein, pour disputer quelques régates. Cette année, vous restez plutôt, c'est de nouveau plutôt le lac Clément, hein, vous privilégiez le lac. Bonne idée, vous regrettez? C'était une belle expérience, la mer, pour vous? C'est vrai que ça a toujours été en rêve que de pouvoir aller naviguer avec nos bateaux en mer qui à la base n'étaient pas faits pour être démontés. Donc c'est vrai qu'au niveau de la logistique, c'était un peu compliqué. Expérience vraiment concluante à 100%. Par contre, c'est vrai que pour des petites équipes, de le faire chaque année, c'est un peu lourd parce que naviguer devant chez soi, vers soi ou à Corsier, c'est pas trop compliqué. De démonter les bateaux, de les transporter, de les remonter, puis de les naviguer à Antibes ou à Beaulieu-sur-Mer, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plutôt peut-être quelque chose qu'on fera tous les 2 ans que chaque année. Mais c'était vraiment une très belle expérience. On a eu de la chance avec le temps. Bertrand nous a organisé des régates magnifiques en mer et on ne regrette en tout cas pas de l'avoir fait. Steve Rabussin, cette année, c'est un peu l'impasse, hein, sur cette catégorie dont on parle, le D35, tout simplement parce que vous préparez un gros projet, on y viendra tout à l'heure, en mode 70. C'est un regret, c'est dommage, c'est une série que vous appréciez? Je crois que c'est une série qui a réussi, hein. Du reste, on en parlera après, mais j'ai beaucoup regardé ce qu'ils avaient fait pour aussi faire notre série. Et c'est des bateaux, moi je trouve, solides, faciles. On fait quand même que de naviguer, des bateaux qui vont, même s'ils ont 8-9 ans, qui vont vite, qui virent bien. Bref, c'est un bateau qui est un peu un global, qui est attrayant, qui est compliqué à régler. Donc je pense que c'est vraiment fantastique comme bateau. Et c'est vrai que, par contre, ce que je voulais pas, moi, j'ai laissé Velti Group à une autre équipe. Je voulais pas juste venir prendre la place d'un gars, tout à coup un week-end, pas tout faire. C'est aussi, sur le lac Léman, je crois que les places sont chères. Et puis je pense qu'il faut laisser à ceux qui ont du temps pour s'entraîner, qui passent du temps là-dessus. Sébastien, la gestion d'un 4,70 m est plus simple qu'un D35. Les régates, les courses se passent où? Alors bon, championnat d'Europe et championnat du monde. Le championnat du monde qui est à venir va être où? Donc là, le championnat du monde sera à côté de Dublin. Donc là-bas, on loue des bateaux sur place. Mais souvent, on se déplace avec une remorque, avec nos bateaux chargés dessus. Et donc c'est assez facile à gérer. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui conduise la voiture. Et puis des fois, quand on va un peu plus loin, par exemple au Brésil ou à Singapour, là, on est obligé de louer sur place. Ça arrête, hein. Brésil, Singapour. Ouais, c'est pas un parcours facile. Nicolas Grange, comment est-ce que va évoluer, vous pensez, cette série, le calendrier? Alors peut-être parler du Bol d'Or, hein. On peut rappeler peut-être que cette émission, c'est important de le dire, est enregistrée entre la Genève-Roll-Genève et le Bol d'Or qui est à suivre. Comment est-ce que vous voyez, vous, le calendrier, la suite de votre série? Est-ce qu'elle va rester un petit peu... le Bol d'Or va rester... pour toujours la régate, la régate de référence? Je dirais que si on compare à la Formule 1, je dirais que le Bol d'Or, c'est un peu comme le Grand Prix de Monaco, hein. C'est le plus bel événement de la saison en Formule 1. C'est vrai que nous, notre Bol d'Or, c'est vraiment
une régate particulière. C'est une des seules régates où on peut se comparer à d'autres bateaux. En Europe, d'habitude, on est 10-12 sur une ligne de départ. Là, on se retrouve à 600 bateaux. Et puis, c'est une régate qui est la fête du lac avec une ambiance très particulière. Donc, je pense que rien ne remplacera jamais le bol d'or. Mais par contre, on est arrivé, nous, avec notre championnat, à faire un vrai événement qui se déroulait pendant 4 mois, 5 mois, avec 10 régates au programme et faire en sorte que des équipes mettaient en projet pour une saison complète, dont le bol d'or était sans doute le point d'orgue. Mais il n'y avait non plus pas que le bol d'or comme c'était à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque de nos précédents concurrents qui étaient les Formule 40, c'était une grosse machine pour faire quasiment qu'une course par année ou 2 courses avec la Genève Roll. Donc c'était une grosse organisation pour 2 régates dans l'année. Bertrand Favre, comment est-ce qu'on explique, ou comment plutôt est-ce que vous expliquez, vous, justement, comme organisateur, ce succès finalement de ce bol d'or, et que le bol d'or soit ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que dans les RC 44, est-ce qu'il y a aussi le bol d'or de la série, la course référence? Non, pas du tout. Le RC 44, c'est une série très jeune. On est à notre 5e saison. Et surtout, le bol d'or, c'est la 70e édition. Je crois que ça ne me rajeunit pas du reste. Non, mais ça définit un petit peu le succès de la course. Il y a peu de courses dans le monde qui ont chaque année existé pendant 70 ans. Donc c'est une course mythique qui a vu beaucoup de développement. On voit des foils qui arrivent cette année. On a eu l'avènement du multicoque, les premiers multicoques qui se faisaient battre par des monocoques. C'est une course qui a une histoire très riche. C'est ce qui fait son succès. Le bol d'or, pour vous, Steve Ravussin, c'est quelque chose que vous avez inscrit à votre palmarès? Réflexion. Franchement, je ne sais pas, peut-être en surprise une fois, mais je ne suis même pas sûr. Donc, ça fait partie peut-être des regrets, ou non, il y a d'autres satisfactions? Non, je ne veux pas décevoir les gens d'ici, mais vous savez, je crois que voilà, moi aussi je suis assez spécial, mais moi je rêve pas de gagner le bol d'or. Je crois que voilà, en fait, j'ai eu de la chance de faire d'autres courses, puis il y a plein d'autres choses à faire. Puis je pars pour gagner la course. Après, c'est vrai qu'on est déçu de ne pas la gagner, mais que ce soit le bol d'or, la Genève Roll ou c'est un petit peu tout sur ligne, c'est pas très grave. Ce qu'il faut juste dire aussi dans le bol d'or, c'est une énorme course dans le lac intérieur. Mais ce qu'on peut se rendre compte, il y a aussi des autres pays, comme aussi en Suède, qui ont des énormes courses. Il y a 2 ans, j'avais fait une course, il y avait 1500 aussi bateaux. Donc il y a quand même chaque pays qui ont leur course énorme où tout le monde va. La Texel en multicoque, voilà, c'est un rigolo. Et puis tout le monde y va. Et c'est vrai que les étrangers rêvent de venir ici en Suisse faire le bol d'or. Sébastien, quand on a 16 ans, justement, le bol d'or, qu'on a été élevé sur le lac, qu'on a fait toutes ces classes, quelle vision, quelle part d'importance dans... Le bol d'or, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un grand événement et une course qu'on fait plutôt entre amis. Enfin, c'est pas vraiment l'objectif d'une carrière. Après, c'est clair, si on le gagne, on est content. Et ouais, moi, j'aime bien cette régate. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Il y a d'autres perspectives, disons, en termes de compétition. Mm-hmm. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, Steve Ravussin et Sébastien Schneider. Merci beaucoup, Nicolas Grange et Bertrand Favre, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. Génération Champion avec la Régie Grange. Votre adresse, notre passion. Génération Champion avec la Régie Grange. Votre adresse, notre passion. Voilà, suite de cette émission Génération Champion, je rappelle, nous sommes toujours à la Société Nautique de Genève et l'on parle de voile en compagnie de nos 2 invités principaux, Steve Ravussin et Sébastien Schneider. Nous a rejoint sur le plateau Alexandre Schneider. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés, Jérôme Claire, Alexandre Schneider. On va tout d'abord rappeler bien que vous êtes le papa tout simplement de Sébastien. Vous êtes vous aussi un marin aguerri, un navigateur amateur
avec des très bons résultats. Rappelez que vous êtes champion 2008 et 2011 en classe M2, membre du conseil d'administration également de Swiss Sailing. On va parler avec vous dans un instant des séries dites olympiques, et puis directeur également du Sailing Team de la nautique, ce qui est assez important également pour faire ces classes. Et puis à vos côtés, Jérôme Clerc, qui lui aussi gère une structure pour les jeunes marins, le CER, le centre d'entraînement à la régate. Vous êtes l'administrateur de ce CER, et puis vous êtes également le skipper brillant, on peut le dire, de D35, de Real Stone Sailing, qui a gagné le week-end dernier la compétition Genève-Roll-Genève. On va peut-être commencer justement avec vous, Jérôme Clerc, si on parle du CER, Centre d'entraînement à la régate. C'est une structure pour apprendre aux jeunes navigateurs à naviguer. Alors peut-être nous planter un petit peu le décor de cette structure. Je pense, donc le CER, c'est une association qui a été fondée par Dominique Vavre il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Une référence. Une référence quand même. Je dirais qu'on n'est pas là pour apprendre aux jeunes à naviguer, mais on est là pour apprendre aux jeunes à faire de la régate. Donc on demande quand même une connaissance de voile de base. Et la spécificité du CER, c'est qu'on apprend aux jeunes de faire du lesté, donc de la régate en équipage, ce qui change radicalement par rapport à Alexandre qui fait du laser ou de la série en solitaire. Donc au CER, on a 3 surprises qui servent à former vraiment la base des régatiers. Et on accueille des jeunes à partir de 18 ans ou de 16 ans même. Donc je dirais que les jeunes viennent après leur cursus en laser, donc peut-être qu'on aura la chance de te voir une fois au centre d'entraînement à la régate. Alexandre Schneider, vous êtes, on l'a dit, directeur du Sailing Team de la nautique, structure là aussi assez importante. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes concurrente ou au contraire complémentaire peut-être au CER ? Je pense qu'on est tout à fait complémentaires. Comme l'a dit Jérôme, les jeunes qui vont au CER, c'est des jeunes qui ont déjà une bonne expérience de voile. Ils naviguent aussi sur des bateaux plus grands, le Surprise ou même le multicoque comme le Décision 35 et le Tour de France en mer. Le Sailing Team à Genève, vraiment, c'est aussi des jeunes qui savent déjà naviguer, qui sont déjà des espoirs au niveau local. Et donc le Sailing Team, la structure, est là pour vraiment les pousser à un niveau international, c'est-à-dire essentiellement en Europe, et puis commencer à avoir une structure qui leur permette de pouvoir aller se battre avec d'autres jeunes de d'autres pays sur des riveurs. En termes d'intérêt, peut-être la question est pour les deux. On peut commencer par vous, Alexandre Schneider. Est-ce qu'on sent que la voile est un sport qui finalement évolue, se développe? Est-ce qu'il y a un boom? Est-ce que, par exemple, j'allais dire l'affaire Alinghi, ce n'est pas une affaire, c'est vainqueur de la Coupe de l'Amérique à 2 fois. Est-ce que là, vous avez senti, et l'un et l'autre, un espèce d'engouement, une espèce de boom, comme il y en a eu pour le tennis à la période de Borg et les autres? Certainement. Alinghi a montré que tout est possible finalement, que même un petit pays comme la Suisse peut rentrer dans la cour des grands dans la voile, et puis non seulement rentrer dans la cour, mais aussi gagner. Donc ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et pour le club nautique, et je dirais pour la voile suisse, ça a été certainement un engouement. Puis ça a montré aux jeunes que tout est possible finalement. Donc pour nous, c'était très important. Certainement, on a vu beaucoup de jeunes qui ont été stimulés par le phénomène Alinghi. Et puis localement pour le club, ça a été aussi important puisque ça nous a apporté aussi des moyens financiers et logistiques qu'on n'avait pas auparavant. Jérôme, ça a été aussi le sentiment par rapport au CER, Alinghi a apporté quelque chose? Je pense que c'est difficile à chiffrer le nombre de personnes qui sont venues après l'épopée Alinghi, mais c'est vrai que pour nous, on a aussi pu s'inspirer d'une équipe aussi professionnelle qu'Alinghi et apprendre leur manière de gérer un projet global et de régater. Donc c'est vrai que pour nous, c'était aussi une source d'inspiration pour nos propres projets. Sébastien, est-ce que pour toi, cette épopée Alinghi, tu étais jeune, très jeune même, puisque tu n'as que 16 ans, est-ce que ça a été aussi un petit peu un détonateur, un moteur, lorsqu'on voit évidemment un bateau comme celui-ci, 2 fois vainqueur de la Coupe de l'Amérique, ça a fait quelque chose, ça t'a motivé encore plus, on va dire? Ouais, c'est vrai que ça fait rêver un peu. Ça nous montre que c'est possible et ça nous donne envie d'essayer. Donc, moi, je pense que ça m'a pas mal motivé quand même de voir qu'il y a des Suisses qui gagnent des régates comme ça.
Steve, vous pensez que la Coupe de l'Amérique, typiquement, ça a été quelque chose au niveau de la voile qui a fait du bien, qui apporte quelque chose, même pour vous hein, qui pratiquez de la course au large, c'est un plus. Ouais, je sais pas, j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a du reste Nicolas Grange et Alex, ils m'ont aidé beaucoup aussi dans mes projets. C'est vite vu, je crois qu'il n'y avait pas un bateau sponsorisé pratiquement sur le lac. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit les classes, il y a tout le temps des autocollants collés presque sur tous les bateaux. Ça veut dire que quand même, il y a eu, bien sûr, cette époque Alinghi qui a fait beaucoup causer le monde entier de la Suisse. Et je pense des petits partenaires qui ne mettent pas forcément des grosses sommes, mais qui aident toujours un petit peu tous les bateaux. Et on voit que les autocollants ont fleuri partout, les spies avec des noms. Et moi, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup, ouais, beaucoup. Alexandre Schneider, on revient un petit peu à la classe à laquelle vous appartenez, où vous brillez du reste hein, avec cette victoire dans la Genève Roll Genève, classe M2 qui est juste en dessous. Hein, on peut dire que c'est la petite sœur ou le petit frère des D35. Ouais, est-ce qu'on peut dire ça? C'est la vérité? Oui, c'est un bateau plus petit. Le Décision 35, c'est un bateau qui fait 35 pieds. Le M2, c'est un bateau qui fait 28 pieds. C'est deux classes très compétitives. Mais on peut l'appeler le petit frère. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi, vous, finalement, cette série plutôt que D35? Est-ce que, dans la suite logique de ce que vous faites, justement, ça va être le D35 ou... Parce que là, on peut considérer que vous avez déjà tout remporté, que vous êtes déjà au sommet de votre art. Quelle est encore la motivation de continuer dans cette série? C'est vrai, je pense que la logique pour un navigateur sur Léman qui aime le multicoque, ce serait de commencer sur un M2. Puis c'est un bateau quand même plus simple, on est 4. Et c'est une logistique moins grande. La logique serait éventuellement de passer sur une Décision 35. Par contre, il faut savoir qu'en Décision 35, c'est déjà un bateau qui demande une gestion importante en temps et aussi financière. Donc on est dans une autre catégorie, c'est certain. Tout cela étant dit, au niveau compétition, le M2, c'est aussi compétitif qu'en Décision 35. Mais c'est vrai que c'est une autre catégorie. Sébastien, toi, on a dit, hein, tu es dans une petite série de 4,70 m. Lorsqu'on change comme ça, comme tu as eu l'occasion de le faire à l'occasion de la Genève Roll Genève et qu'on se retrouve sur un M2, à naviguer, ça n'a rien à voir, c'est des autres sensations, c'est une autre gestion. Au niveau techniquement, c'est vraiment différent. Les voiles sont beaucoup plus grandes, on est 4 sur le bateau, les manœuvres, il y a beaucoup de choses à faire. Après, la voile, ça reste le même sport sur n'importe quel bateau. Donc je pense que ça change, mais après, il y a quand même des bases qui restent. Et ouais, on a quand même beaucoup à apprendre sur des multicoques. Mais en fait, à 16 ans, Sébastien, tu as envie de quoi? De plus tard, garder un petit peu le but, c'est quoi? C'est d'avoir une médaille olympique, c'est une fois peut-être pouvoir passer sur du multi, pourquoi pas être l'équipier coéquipier de Steve dans une Jacques Vabre. Exactement, le remplaçant, c'est quoi? C'est la Coupe de l'Amérique. Qu'est-ce qui fait envie quand on a 16 ans? Parce que ce qu'il y a d'important avec la voile et ce qu'il y a de sympa justement, c'est qu'il y a une multitude de choses à faire. On n'est pas barré par un seul bateau. Ouais, pour l'instant, il y a un peu tout qui me donne envie, donc c'est assez dur de choisir. Après, je pense qu'il faut essayer. Après, on choisit selon ce qu'on préfère le plus après avoir essayé. Mais je pense que je vais me concentrer d'abord sur une carrière plutôt dériveur. Et après, c'est clair, j'aimerais bien, comme je l'ai dit avant, me lancer plus dans le multicoque. Puis là, on verra, ce sera plutôt en mer ou sur le lac. Alexandre Schneider, on peut peut-être profiter de parler des séries dites olympiques, hein, parce qu'on arrive tout bientôt justement dans ces séries. Londres se rapproche. Quelle est la place qu'occupent justement les séries olympiques aujourd'hui dans la voile? Peut-être en Suisse, globalement, et puis à Genève, parce qu'on a un Genevois qui aura la chance de participer à ces Jeux. Oui, tout à fait. Bon, la Suisse, ça reste un petit pays, mais je pense qu'on évolue beaucoup. La voile a beaucoup évolué en général. Aujourd'hui, il y a une organisation, il y a des jeunes, il y a le Swiss Sailing Team qui, en fait, n'est plus ni moins l'équipe nationale de voile qui présente ces jeunes les meilleurs pour les Jeux Olympiques. On a le bassin lémanique, c'est un bassin magnifique pour la voile. On a beaucoup de jeunes doués. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des infrastructures importantes qui leur permettent d'évoluer.
Aujourd'hui, on a 4 navigateurs sur 4 rivières différents qui ont été sélectionnés. On a un Star qui est un bateau typique olympique avec Marazzi et De Maria qui ont passé les minima, les quotas, et donc ils iront à Londres. Ils sont d'ailleurs dans les meilleurs 10 au monde, si pas les meilleurs 5. Ils arrivent à gagner des régates, donc ils sont vraiment au top niveau. On a Nathalie Brugger qui est en laser radial, donc la série de Sébastien qui est aussi qualifiée et qui vient de la région lémanique. Et on a en windsurf aussi quelqu'un qui est très fort, qui est dans les top 10 mondiaux, Richard Stauffacher, et finalement le Genevois dont vous parlez, qui sont 470, qui est un autre dériveur qui se navigue à 2, à Auxerre et Brauchli, qui ont été aussi sélectionnés. C'est important pour la Société nautique de Genève de continuer justement dans ces séries olympiques. Est-ce qu'on, à même titre qu'on a gagné la Coupe de l'Amérique, gagner une fois une médaille olympique, ce serait quelque chose de... Parce que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu un Genevois médaillé olympique finalement. En Suisse, carrément. En Suisse, de longtemps, je ne sais pas, il faut y aller à 40 ans, je pense, pour avoir une médaille. Novera, d'ailleurs, qui était membre de la Société nautique de Genève. Je dirais qu'on s'en est fait un but. Alinghi a apporté la Coupe d'Amérique. Pour le moment, il n'y a pas... La Société nautique de Genève n'a pas un nouveau projet de la Coupe de l'Amérique. Donc on s'est dit, et c'était un peu le but de la création du Sailing Team, c'était d'éventuellement rapporter une médaille à la Société nautique de Genève. Pour nous, c'est un objectif. Pour vous, c'était vraiment ça, une petite médaille olympique, comme ça manque pas un peu au palmarès quand même ou pas? Je crois que c'est des métiers différents. Je pense que en Suisse, j'ai eu de la chance de faire une fois avec le CER une étape du Tour de France. Quand on voit l'enthousiasme de tous les gens qui étaient autour de ce bateau, et c'est beaucoup plus que des professionnels qui naviguent. Quand on voit les gens comme ils étaient à fond. Je pense que le seul gros problème qu'on a en Suisse, c'est les manques de conditions aussi de vent, comme dans certains pays qui ont tous les jours 30 nœuds, 25 nœuds, puis tous les jours ils sortent. Chez nous, c'est un peu aléatoire, c'est pour ça que je crois qu'ils doivent beaucoup se déplacer, etc., ce qui reste plus compliqué. Et vu que ça monte partout le niveau, c'est vrai que il faut avoir ces structures qui aident les gens, parce que c'est nous qui financier les déplacements, aller dans les bons endroits pour naviguer, puis qu'ils puissent s'entraîner pour gagner. J'espère que les gens ils poussent là-dessus, quoi. Jérôme Claire, Steph vient de lancer le mot, un Tour de France à la voile, ça c'est aussi une des spécialités. C'est presque la spécialité première du CER, justement. Ça va se passer tout bientôt, au mois de juillet, avec un nouveau bateau. Nouvel équipage, forcément, des jeunes qui démarrent avec quelques anciens. Ouais, c'est vrai que c'est le projet phare du CER depuis 30 ans maintenant. Donc le Tour de France à la voile il commence en juillet. C'est vrai qu'on a eu la chance une fois d'avoir Steve Ravissant qui est venu naviguer avec nous sur le Tour de Bretagne. Le Tour de France c'est vraiment spécifique, hein. Ça change des régates du lac où on arrive chaque fois en fin de journée pour boire la bière au bar. Ça se rapproche plus des courses que fait Steve au long cours. On a des grosses étapes de 200 à 300 000 qui durent 2 à 3 jours voire. Donc pour les jeunes suisses, je crois que c'est vraiment une chance unique de pouvoir participer à cette ce genre de année. régate. Comment va être composé l'équipage? Il y a quelques jeunes. Chaque année, vous essayez de mixer un petit peu avec des anciens et des jeunes. Ça reste des projets formateurs, hein, donc on a l'obligation de la ville aussi d'investir des nouveaux. Le noyau de base, il va rester sur tout le Tour de France. C'est le même noyau qui navigue sur les 35. Et on va se compléter avec les jeunes du coin. Vous avez une petite place pour Sébastien Schneider pour ce Tour de France à la voile, ou Sébastien, ça fait partie des trucs qui sont tentants, qui font envie, le Tour de France à la voile? Ouais, ça fait envie, mais je me suis jamais vraiment intéressé pour l'instant, donc ce sera pour plus tard, je pense. Il y a peut-être un petit transfert à faire là, Sébastien, non? Ouais, mais je pense que comme disait Steph, c'est pas vraiment le même métier, hein. C'est quand même très différent, et je pense qu'à 16 ans, il faut peut-être d'abord faire ses gammes sur le dériveur, profiter de pouvoir faire du dériveur avant de venir sur les gros bateaux. Un petit mot sur le M34, parce que c'est un nouveau bateau. Voilà. Vous aurez eu l'occasion de naviguer un petit peu avant. C'est un nouveau bateau, on l'a reçu en début d'année, on a pu s'entraîner un peu cette année. On a fait notre première régate à la Trinité au Spi West, où c'est pas trop mal passé, on finit juste tout près du podium. Donc non, le bateau est finalement mieux que ce qu'on avait prévu, et on s'attend à une belle régate cet été.
C'est une assez belle histoire que finalement la construction de ce M34, parce que c'est ce qui vous a permis pendant l'année de construction de pouvoir connaître le D35. On en revient à ce D35 où cette année justement avec votre bateau Realston, vous cartonnez. Vous êtes tout simplement pour l'instant en tête de la classe. Comment est-ce que vous expliquez justement cette faculté finalement d'adaptation avec votre jeune groupe dans cette classe d'anciens, d'anciens briscards, parce qu'on retrouve des grands noms de la voile, hein, des Joyaux et beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous avez pu faire votre nid là au milieu? Je crois que notre force, c'est d'avoir créé un groupe, un noyau dur de 4-5 personnes qui naviguent ensemble depuis maintenant 4 ans. Sur différents supports. Et je crois que c'est notre principale force de pouvoir s'adapter facilement sur un autre support. Et puis évidemment, on est arrivé sur le D35 avec une énorme motivation de pouvoir battre un jour ces grands stars de la voile. Donc on s'est donné les moyens, on s'entraînait beaucoup. Et en une année, on a atteint notre objectif. Ce qui fait justement, Alexandre Schneider, la force d'un équipage, justement, c'est de se connaître, c'est l'homogénéité un petit peu du groupe. C'est ce qui fait peut-être aussi la force de votre bateau Tilt. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il a dit un mot-clé, entraînement. C'est la même chose pour Steve ou pour les séries olympiques. On voit finalement que les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont très méthodiques et qui ont des cahiers de charges d'entraînement importants. Et aujourd'hui, on peut plus se présenter juste avant une régate ayant fait 1 ou 2 entraînements. Ça demande beaucoup d'entraînement. Et finalement, on voit que ceux qui sont bien structurés, bien entraînés, et puis ici en groupe homogène, ils réussissent. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Sébastien Schneider, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance déjà pour le championnat du monde. Hein. C'est la prochaine échéance importante. Alexandre Schneider, merci beaucoup également d'avoir été avec nous. Jérôme, bon vent également à vous et votre équipe du CERF pour le Tour de France à la voile. Vous restez avec nous. On termine cette émission en compagnie de Steve Ravussin. À tout de suite. Voilà, on va terminer cette émission Génération Champion avec vous, Steve Ravussin. Vous êtes bien mis en tout cas à contribution. Alors après avoir fait un petit tour du côté du passé en début d'émission, on va peut-être parler du futur, le futur proche. Eh bien, ce sont cette compétition de mode 70, Steph, qui est également une monotypie et ça va démarrer tout bientôt dans la région de New York. Alors oui, le projet Multi-One Design, c'est exactement les mêmes bateaux, à 100% voile électronique. Et bien sûr, la plateforme, on va partir le 7 juillet de New York pour une course qui fera New York-Brest. Donc on va arriver pendant un énorme événement qui est les Tonnerres de Brest, où ils attendent 800 000 personnes en une semaine. Et après, un peu plus tard dans la saison, donc fin août, on va faire un tour d'Europe qui va partir de Kiel, qui va à Dublin, Cascais, Marseille et qui finit en Italie. Est-ce que ça a été, disons, on va dire facile, pas trop compliqué au niveau organisationnel, justement, de trouver là aussi des villes Tout à l'heure, Bertrand Favre nous parlait de la difficulté peut-être des RC44. Est-ce que dans le mode 70, ça a été plus simple? Non, c'est très... Au jour d'aujourd'hui, on cherche bien sûr des sponsors encore. C'est dur à trouver. Là, les villes en Europe sont un peu zone sinistrée. Alors bon, ils ont besoin d'événements aussi. On est jeunes aussi. Ça sera notre première année. Par contre, je pense que ça va être un très bel événement pour les gens. Donc on espère que ça va faire du buzz pour l'année prochaine. Un mot sur votre bateau, l'équipage, sympa. Vous partez avec votre frère Yvan, ce qui est finalement, rare, non? Alors déjà, le bateau 1, donc c'était le mien. On a fait toute la promotion l'année passée. Ce bateau il s'appelle Race Forwarder. Ça veut dire qu'on a une fondation. On a monté une fondation pour défendre les causes de l'eau, la pollution en mer, bien sûr, et le manque d'eau douce sur Terre. Alors ce bateau, en fait, aujourd'hui, il a pas de partenaire. Et on court à 6 dessus. Pour cette première course, il y a mon frère, bien sûr, puisqu'on avait aussi commencé ensemble. Je pense que c'est assez normal qu'on soit là. Ça reste un très bon marin. Et après, le but étant de faire cette plateforme globale, une plateforme pour les jeunes aussi, comme on a vu avant, parce que le but, c'est d'avoir des bateaux solides, donc qu'on garde 10 ans minimum, donc on peut financer ces bateaux avec des financements externes, ils sont assurés. C'était tous les problèmes dans le passé
qui ont fait que voilà, on a créé ça pour que des jeunes puissent venir aussi. En termes de concurrence, quels vont être vos rivaux? Ah bah, au jour d'aujourd'hui, il y a Oman Sales qui est un gros team. Il y a bien sûr Michel Desjoyaux. Chaque team a monté une belle écurie, Gitana. On sera 5 bateaux à la première course. Donc, et après, on a 7 bateaux vendus. Le 7e est mis à l'eau dans un mois pour courir l'année prochaine. C'est Jean-Pierre Dick qui fait le Vendée Globe cette année. Ça, c'est la structure, ce mode 70 qui occupe aujourd'hui votre esprit. Vous n'êtes engagé que là-dedans. En termes de temps, on n'arrive pas à faire d'autres choses. Non, bah, c'est énormément d'engagement parce qu'à part moi, je me suis occupé de tout ce qui était développement technique. Donc, contrôle qualité aussi. On a monté vraiment, on voulait sportivement que les bateaux soient exactement les mêmes dans les poids. Donc, entre le plus léger et le plus lourd, il y a 70 kilos, 67 kilos sur des bateaux de 21 mètres qui font 17 mètres de large, 29 mètres de haut. Donc, c'est quand même des gros bateaux. Donc, on est très, très proche. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet entourage qui est compliqué aussi à gérer. Donc, je fais aussi ça. Un beau projet en tout cas. Merci beaucoup, Stéphane Bussin. Bon vent Merci à à vous. vous. On suivra ce championnat de mode 70 avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la Société nautique de Genève de nous avoir reçus. Merci à toute l'équipe technique de l'Aimant Bleu. Et puis merci également à la classe d'école primaire de Corsier d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour parler de sport. À bientôt. Ciao. Génération Champion avec la Régie Grange. Votre adresse, notre passion.